Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer la conférence avec Étienne Chouard. Donc, merci à vous déjà de votre présence. Donc, nous avons le plaisir ce soir avec ATTAC d'accueillir Étienne Chouard pour une conférence au titre un peu utopiste, à savoir l'Union européenne et si c'était à refaire. Alors, Étienne Chouard est professeur de droit et d'économie à Marseille. Il est également chercheur indépendant et sa pensée s'est nourrie des débats qui ont eu lieu en 2005 au moment du traité constitutionnel européen. En fait, la possibilité de dire non au traité, à cette constitution, l'a amené à étudier en détail et à se dénoncer ensuite tous les méfaits de cette constitution qui selon lui a été faite non pas pour les peuples, mais plutôt pour ceux qui l'ont écrit et ceux qui nous gouvernent. Aussi ce soir, il nous présentera donc sa vision de l'Union européenne, de la démocratie et de ses enjeux. Nous aurons l'occasion également d'aborder la question de la création monétaire, de nous interroger sur l'utilité d'un traité constitutionnel, ainsi que de nous pencher sur un procédé assez novateur et assez original, à savoir le tirage au sort pour désigner nos représentants. Donc avant de laisser la parole à Étienne, je remercie le bonjour. Je remercie la mairie qui nous prête gracieusement cette salle et je remercie également Étienne qui vient aussi à titre gracieux. Alors la conférence elle va être répartie dans le temps jusqu'à à peu près 22h pour l'heure de fin. Donc nous avons une première partie jusqu'à 19h30. On pourra aborder différents points. À 19h30, on fera une petite pause. Il y a la possibilité de se restaurer juste à côté. Et nous reprendrons à 20h pour la suite des débats. Et voilà, je laisse la parole à Étienne. Alors, est-ce que vous m'entendez? Il faut que je me rapproche de ce truc-là, probablement. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. J'ai une idée forte pour nous sortir du pétrin, et c'est ça dont je viens vous parler. Je me suis réveillé il y a 6 ans à l'occasion du débat sur le traité anticonstitutionnel qui nous était proposé en 2005. Je dis anticonstitutionnel parce qu'il servait à l'examen, il servait à détruire nos constitutions nationales, et ça marche bien, c'est un système qui fonctionne. Et depuis que je suis réveillé, je suis resté réveillé et je réfléchis à ce qui pourrait protéger les humains contre les abus de pouvoir. Et donc je lis énormément, et puis plus je lis, plus j'ai envie de lire, donc ça devient de la goinfrerie, mais en même temps je découvre, c'est très utile, parce que je découvre dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de la pensée des hommes, je découvre que les hommes ont des problèmes avec les pouvoirs depuis longtemps. Je découvre que les hommes ont besoin des pouvoirs. À partir du moment où on vit en société, on a besoin de déléguer le pouvoir, et que les hommes à qui on donne le pouvoir, depuis toujours, changent, se transforment en mal. Donc je découvre en lisant, depuis Aristote, depuis Athènes, je vous parlerai beaucoup d'Athènes ce soir, surtout en deuxième partie, je découvre que les hommes ont inventé des moyens de se défendre contre les abus de pouvoir, très astucieux, souvent déjoués, mais déjoués par ceux que j'appelle les voleurs de pouvoir pour faire simple, mais que ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est vraiment entre les mains de gens qui abusent du pouvoir. Je pense que la situation actuelle permet vraiment de... C'est une caricature aujourd'hui. Ceux qui ne voient pas que ceux qui sont au pouvoir abusent sont complètement aveugles, mais je pense que tout le monde le voit. Et concrètement, vous parlez de qui? De ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les parlementaires, les ministres, prennent des décisions sans que le mécontentement des peuples puisse se matérialiser. Enfin, il me semble que c'est assez clair. En
fait, le principal outil que les humains ont inventé, mis en place depuis Athènes, s'appelle la Constitution. En fait, c'est l'état de droit, les règles de droit ont permis de pacifier les sociétés, et nos représentants à qui on donne le droit d'écrire le droit, à qui on donne le pouvoir d'écrire le droit, sont par essence, parce qu'ils ont le pouvoir d'écrire les règles, ils sont dangereux, et la Constitution sert à limiter leur pouvoir. Elle sert à affaiblir leur pouvoir. Une Constitution, ça sert à protéger ceux qui consentent à obéir aux lois, ça sert à les protéger contre les abus de ceux qui ont le droit d'écrire les lois. Et donc, c'est un texte très important, très astucieux. En fait, quand on parle de la Constitution, on parle du droit du droit. C'est un droit qui est au-dessus de ceux qui produisent le droit. C'est un droit supérieur, qui est presque pas du droit, c'est plus de la politique, de la philosophie politique, et ça nous concerne tous au premier chef, ça nous concerne tous très directement. Nous devrions apprendre ce qu'est une constitution dès le plus jeune âge, nous devrions connaître notre constitution sur le bout des doigts, et nous devrions protéger notre constitution comme le meilleur rempart contre les différentes tyrannies qui sont susceptibles, qui risquent de nous tomber dessus. Et étonnamment, les citoyens se fichent complètement de la Constitution et souvent même ignorent. Oh, ils connaissent le mot, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire, ils ne savent pas à quoi ça sert, ni comment ça marche. Et ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et je pense que c'est... J'y reviendrai plus en détail, mais je pense que c'est la cause des causes. Parce que je cherche, vous allez voir dans les différents sujets sur lesquels j'ai l'occasion de réfléchir en partant de cette espèce de quête, la quête de la résistance aux abus de pouvoir, une méthode générale que je suis, c'est je cherche la cause des causes, comme le suggérait Hérodote. J'ai cherché la cause des causes, et c'est vrai que ça marche bien. Ça marche bien quand on veut régler un problème, de commencer par repérer, tous les phénomènes sont multifactoriels, donc tous les phénomènes ont plusieurs causes. Mais si on arrive à localiser des causes déterminantes, c'est-à-dire les causes qui déterminent d'autres causes, les causes premières, et mieux, si on arrive à déterminer une cause particulièrement importante, en réfléchissant à cette cause-là, on règle plein de problèmes d'un coup. C'est bien plus malin que de s'en prendre aux conséquences. Or, ce que j'observe, c'est que les gens qui, bien avant que je me réveille, donc moi j'étais un citoyen passif, tous les vieux résistants qui depuis longtemps ont passé quasiment leur vie à résister, très souvent en résistant, on s'en prend aux conséquences. Les uns militent sur les désastres écologiques, les autres militent sur le manque de démocratie dans l'entreprise, les autres s'en prennent à la corruption des élus, donc il y a des associations, anticorps, des choses comme ça, les autres s'en prennent au nucléaire par exemple, etc. etc. Et il me semble, et alors bon, je fais comme les autres, c'est-à-dire que j'ai ma marotte moi aussi, mais il me semble que toutes ces injustices sociales ont une cause commune qui est l'abus de pouvoir. C'est-à-dire que la possibilité pour ceux qui ont le pouvoir d'abuser, il me semble que c'est une cause commune. Alors, je cherche à comprendre, qu'est-ce qui permet à ceux qui ont le pouvoir d'abuser comme ça sans qu'on puisse réagir? Aujourd'hui, les États créent pour les banques des centaines, des milliers de milliards pour que les banques puissent à leur tour nous le prêter avec intérêt, et au lieu de le prêter aux petites entreprises ou aux citoyens qui en ont besoin, cet argent va dans les poches des gens hyper riches qui ont déjà trop d'argent, et on ne peut rien faire pour résister. Regarde, qu'est-ce qu'on peut faire pour résister? Je n'exagère pas. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour résister? C'est essentiel de soutenir les banques.
c'est elle qui permet les investissements. Non, je ne suis pas d'accord. Justement, quand on va parler de la monnaie... Avec les innovations par rapport à la mondialisation. Mais, alors, non, mais vos objections me sont tout à fait précieuses. C'est-à-dire que j'ai besoin des objections pour progresser. Et les objections, les controverses que je vis depuis 6 ans, me font progresser à toute vitesse. Donc je me débarrasserai sûrement pas de vos objections d'un revers de main sans faire l'effort de démontrer rigoureusement et rationnellement les points que je défends en opposition avec vous. Quand vous dites il faut absolument sauver les banques, soutenir les banques, oui, soutenir les banques, oui, mais pas sans contrepartie. Oui, mais pas sans contrepartie. Oui, parce que si on les laisse tomber, le système s'effondre et nous avec. Oui, donc effectivement, comme dit Frédéric, un ami, Frédéric Lordon, effectivement, il faut absolument soutenir les banques, soutenir notre système financier, mais rien ne nous impose, rien n'impose à ceux qui nous dirigent de le faire sans contrepartie. Rien du tout. Ces gens-là sont en faillite frauduleuse. Les banques aujourd'hui sont en faillite frauduleuse, c'est-à-dire qu'ils devraient être en prison. Et au lieu de ça, on les sauve sans contrepartie. Je trouve que c'est plus que contestable. Donc, mais on y reviendra si vous voulez quand ce sera le moment de parler de la monnaie, parce que j'ai plusieurs sujets. Et je veux parler de la monnaie tout de suite. Ce qu'il y a, c'est qu'il me semble qu'il y a un ordre qui est logique. Il me semble qu'on peut partir de l'observation du fonctionnement de l'Union européenne et de ses dysfonctionnements, puisque c'est le sujet de la soirée. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Union européenne? Est-ce que si c'était à refaire, est-ce qu'on le referait? Et puis, à l'occasion de l'étude sur l'Union européenne, on parlera de monnaie et on approfondira le sujet de la monnaie. C'est-à-dire, je vous parlerai des mécanismes de création monétaire, de la façon dont aujourd'hui on crée la monnaie qui est dingue, qui est vraiment pas raisonnable et qui n'est pas la seule possible. Il y a des alternatives. On pourrait créer la monnaie autrement, avec des dangers qu'il faut connaître et dont on parlera, mais des dangers qui ne doivent pas nous conduire à renoncer à nous réapproprier les processus de création monétaire. Mais je vous propose d'en parler dans un deuxième temps pour ne pas parler de tout en même temps. Mais à chaque fois, ce qui serait bien, c'est que je puisse vous dire où j'en suis du travail d'analyse que je mène, et puis que je m'arrête, même si je n'ai pas dit tout ce que... Parce que si je vous dis tout ce que j'ai à dire, je peux en parler pendant des jours sans m'arrêter. Donc il faut que je ne vous dise pas tout, que je m'arrête et que je vous laisse la parole. Et que une bonne partie de ce que j'ai à vous dire, je le dise en réaction à vos objections, à vos peurs, à vos suggestions. Et parce que, en plus, pour moi, c'est précieux. Je viens chercher ça aussi. C'est-à-dire que vous allez très certainement m'apporter beaucoup de choses par des objections nouvelles, une idée nouvelle. À chaque conférence, pratiquement, je sors avec une vraie bonne idée qui va me servir et que je cultive, que je travaille. Le dialogue est essentiel. C'est absolument. Le dialogue est absolument essentiel. Il y a une phrase que j'ai découverte la semaine dernière qui le dit autrement, qui dit « J'ai besoin de mes ennemis ». C'est tout à fait bien dit, je trouve. C'est vrai que j'ai besoin de mes adversaires. J'ai besoin de mes adversaires pour progresser. Et j'ai besoin même de mes amis qui ne sont pas d'accord avec moi sur tout et qui me contredisent sur des sujets. Je raffole de la controverse. Voilà, je trouve que je ne progresse jamais tant qu'à l'occasion d'un débat contradictoire où on n'est pas d'accord. Et quelquefois, je m'aperçois que je me trompais, que j'avais un biais et je le corrige. Quelquefois, j'arrive à montrer que c'est l'autre qui avait un biais. Bon, ben voilà, on discute. Je ne cherche pas à avoir raison, je cherche le bien commun. Et la plupart des résistants aussi. Donc voilà, on a chacun nos méthodes, chacun nos outils. Je pense que ceux qui cherchent la justice sociale de bonne foi doivent pouvoir s'entendre. S'ils ne sont pas d'accord sur les moyens d'atteindre la justice sociale, je pense qu'ils doivent être capables d'en discuter respectueusement, en essayant de prendre le meilleur de la réflexion de l'autre. Il faut juste donner le temps. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on ait du temps ce soir, parce que c'est vraiment des sujets riches et denses sur lesquels il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, donc c'est bien d'avoir du temps de les développer. Alors, je vous ai distribué un premier document, donc qui est recto verso, une feuille simple, sur laquelle... Alors, vous allez voir, je vous ai apporté plein de documents parce que je suis prof, et donc j'ai l'habitude
à la fois de ne pas penser moi-même à tout dire, à la fois de voir que les gens qui m'écoutent ne sont pas toujours aussi concentrés, et je suis pareil, moi, on est tous comme ça, et peuvent rater un moment important, et qui manquent ensuite au raisonnement. Et en fait, le bon moyen de pallier ces difficultés en fait, à communiquer de façon orale, c'est d'avoir un écrit qui fixe bien et qu'on a préparé à l'avance et sur lequel on est sûr qu'on n'a rien oublié. Donc je vous invite à, bien sûr, je ne vais pas lire ce document évidemment, mais je vous invite vous à le lire tranquillement, à tête reposée après coup. Il y a sûrement des choses que j'aurais oublié de vous dire ce soir et c'est pas grave, que vous retrouverez dans le document. Et puis il y a des choses même que j'aurais dites et que j'aurais mal prononcées ou sur lesquelles j'aurais pas assez insisté, que vous n'auriez pas comprises et que vous comprendrez peut-être mieux en le lisant. Cette première page, elle fait une sorte de synthèse de ce qui m'amène à réfléchir à ce sujet et de la solution institutionnelle que j'envisage, que j'entrevois. Dans cette première page, il y a cette introduction que je vous faisais tout à l'heure qui explique que les hommes ont depuis toujours besoin de pouvoir, se confrontent depuis toujours aux abus de pouvoir, ont inventé pour résister l'idée de constitution, qu'une constitution, ça ne sert pas à organiser les pouvoirs, ça sert à les affaiblir. Ça sert à les affaiblir. Et que donc, dans une constitution, si on cherche à affaiblir les pouvoirs, on ne cherche pas à les anéantir, on a besoin des pouvoirs, hein, mais on cherche à les affaiblir pour qu'ils n'abusent pas, pour que nos serviteurs ne deviennent pas nos maîtres, pour que nous ne devions pas la proie de tyrans. Et donc, pour qu'une constitution fasse son boulot d'affaiblissement des pouvoirs, tout en ayant des pouvoirs quand même capables de travailler, il y a toute une série de mesures, de règles, d'articles dans les constitutions, de principes qu'on veut voir appliquer, et que j'ai détaillés au dos de ce document. Au dos de ce document, j'ai fait une liste, et qu'on n'aura pas le temps de travailler ce soir. Peut-être que tout à l'heure, on travaillera sur 2, 3, 4 points, peut-être des points sur lesquels vous voudriez, peut-être que pendant la pause, vous pourriez regarder un petit peu, et puis s'il y a des points dont vous voulez qu'on parle, on pourrait les approfondir, des points qui vous disent pourquoi il parle de ça, ou bien tiens, il a oublié de parler de ça. Des points peut-être... tout ça est dans mon esprit pas fermé du tout, je suis en train de réfléchir, je trouve des idées tous les jours, je suis complètement ouvert à la critique, l'évolution, les idées nouvelles, je ne suis pas du tout en train de vous décrire une solution clé en main, une espèce de nouveau dogme, nouvelle religion, pas du tout. Pas du tout. Simplement, il me semble que je suis en train de me sensibiliser moi-même à qu'est-ce que c'est qu'une constitution, mais comment ça se fait qu'on s'en occupe pas, comment ça se fait qu'on ne se soit pas approprié, nous, chacun d'entre nous, nous qui consentons à obéir au pouvoir, comment ça se fait qu'on ne se soit pas approprié cet outil, et qu'est-ce qu'on devrait connaître dans cet outil au lieu de le négliger. En même temps que je me l'approprie, comme je suis prof, j'aime bien expliquer, et j'en profite. En plus, j'ai eu la chance en 2005 d'avoir cette espèce de notoriété incroyable qui vient de l'internet et puis du jeu des médias. Donc, j'en profite, ça me donne des tribunes. J'en profite, je suis en train de découvrir un truc. Il me semble que je suis en train de trouver une idée, une série d'idées à la fois originales, très vieilles, parce que ça date de 2500 ans, mais complètement enfouies, enterrées, oubliées, et géniales. Vraiment, ils avaient trouvé, les Athéniens, un truc formidable pour se protéger des voleurs de pouvoir. Je suis en train de frotter cette idée-là de la confronter à la flamme au feu de vos objections critiques pour vérifier que ça tient la route. C'est pas du tout un dogme, c'est une idée qui est en train de devenir forte. Vous allez voir, vous allez voir que l'idée d'une vraie démocratie rendue possible et protégée par le tirage au sort, vous allez voir que c'est séduisant et c'est très prometteur. Alors, le tirage au sort, en fait, j'ai vu venir, je vais vous en parler un petit peu, j'en parlerai beaucoup plus en fin de soirée.
enfin, quand on verra la démocratie, comment ça marche, comment ça marchait à Athènes, et qu'est-ce qu'on transpose, qu'est-ce qu'on peut transposer, donc on verra ça plus en détail, mais très vite, en fait, dès 2005, en étudiant les institutions européennes, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on a pu écrire des institutions aussi mauvaises, aussi peu protectrices des citoyens? Parce que ça va être la première partie de la soirée. On va travailler, je vous propose de travailler sur les principaux griefs que je fais moi. Donc voilà, c'est une pierre au débat, hein. Je prétends pas tout résumer, mais ce que je considère moi comme le plus grave à reprocher aux institutions européennes, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, avant même de voir le détail, si vous avez participé au débat de 2005, vous vous souvenez qu'il y avait quand même beaucoup à dire sur cette Constitution. Et en même temps que je réfléchissais, je me demandais, mais toujours pareil, je cherchais la cause des causes, mais qu'est-ce qui nous a conduit à des textes aussi peu protecteurs des humains, aussi prétentieux, des textes qui prétendent nous protéger, qui prétendent établir, comment ils appelaient ça, les plus hauts standards de la démocratie, disait-il, et qui en même temps organisaient dans le plus petit détail la parfaite impuissance politique de chacun des citoyens, qui ne pouvait plus rien changer à rien. Et je me dis, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et en fait, en répondant à cette question, j'ai répondu à toutes les questions de même nature que je rencontrais aussi au niveau national. C'est parce que ce qu'on rencontre au niveau européen, cette impuissance politique qui est organisée au niveau des institutions européennes, on la rencontre déjà au niveau national. Et on la rencontre dans pratiquement tous les pays du monde. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Ou bien est-ce qu'il y a une cause commune qui permet de comprendre pourquoi ça se passe toujours comme ça et qui permettrait aussi de comprendre qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça ne se passe plus comme ça? Et je crois que j'ai trouvé. Les institutions européennes, elles ont été écrites par des ministres et des présidents. Et ça se voit partout dans les institutions européennes que ce sont des ministres qui ont écrit les institutions. Dans les institutions européennes, le pouvoir législatif est exercé principalement par des ministres, par nos ministres au niveau national, qui enlèvent leur costume de ministre quand ils quittent la France pour aller dans le Parlement européen, pour aller dans les institutions européennes, et là ils mettent un habit de parlementaire, alors que ce sont des ministres. Ils mettent un habit de parlementaire pour écrire les lois européennes, qui sont transposées en droit français ou en droit national, c'est pareil dans tous les pays, pratiquement mécaniquement, pratiquement automatiquement, et ensuite ils retournent dans leur pays, ils remettent leur habit de ministre. Et ça se voit que c'est eux qui ont écrit les règles. Et donc je reviendrai sur le détail de ces grands dangers dans les institutions européennes, mais ça se voit que ce sont des ministres européens qui ont écrit les institutions européennes. De la même façon que les institutions françaises, la Constitution de 58, ça se voit que c'est De Gaulle qui l'a écrite. On me dit c'est Debré, oui, mais Debré il l'a écrite pour De Gaulle. Les juristes, les grands juristes, les grands profs de droit public qui ont écrit les institutions de la 5e, manifestement, mais ça se voit partout. Les institutions de la 5e, elles ne sont pas faites comme celles de la 4e et de la 3e. Elles sont faites pour le président qui les a faites pour lui-même. Et c'est comme ça pratiquement partout dans le monde. Et c'est pour ça, en fait, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. C'est comme ça que je résume. C'est avec ces mots-là que je résume le cœur du cœur, le plus important de ce que j'ai à vous dire. Et il me semble que c'est la cause des causes de notre impuissance politique, c'est que nous n'avons pas de constitution. La Déclaration des droits de l'homme, donc nos grands-parents révolutionnaires,
il faut lire les débats constituants, les débats qu'avaient ces gens-là au moment où ils se libéraient de la tyrannie de l'Ancien Régime et où ils fabriquaient un outil pour se protéger contre la tyrannie, les réflexions, les discours qu'ils tenaient, les réflexions qu'ils avaient pour se protéger durablement contre les abus de pouvoir. C'était ça la Révolution française. C'est des conversations absolument passionnantes. Et ils savaient très bien qu'il fallait affaiblir les pouvoirs. Montesquieu avait réfléchi avant. Et les révolutionnaires connaissaient évidemment Montesquieu, Rousseau, ils savaient qu'il fallait diviser les pouvoirs. Pour que le pouvoir n'abuse pas du pouvoir, il faut, disait Montesquieu, que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire qu'il fallait que... Et Montesquieu n'avait envisagé que 3 pouvoirs, il avait envisagé ceux qui font les lois, le Parlement, ceux qui exécutent les lois, l'exécutif, et ceux qui règlent les conflits, ceux qui appliquent les lois, les juges. Et il disait, il faut que celui qui écrit les lois, le Parlement, ne les exécute pas, que celui qui exécute les lois, l'exécutif, il ne faut pas dire gouvernement, parce qu'il vous dit gouvernement, vous faites avoir, il va tout faire, il va écrire les lois. S'il s'appelle gouvernement, ça porte en lui, le mot porte en lui la confusion des pouvoirs. Il porte en lui, il ne faut pas les appeler, il ne faut pas accepter un gouvernement. Appelez-le exécutif. Et vous allez voir que le mot vous conduit à être plus rigoureux avec un principe essentiel qui est la séparation des pouvoirs. Un principe essentiel pour nous protéger des abus de pouvoir. Donc, ce que disait Montesquieu, c'est qu'il faut que l'exécutif exécute sans écrire. Sans écrire. Parce que si celui qui écrit les lois ne peut pas les exécuter, si celui qui exécute les lois ne peut pas les écrire, vous comprenez l'idée, elle est astucieuse, cette idée de séparer les pouvoirs. Elle est très astucieuse. C'est-à-dire qu'elle permet, dans la structure de la Constitution, dans la structure du droit supérieur, du droit, au-dessus de ceux qui vont faire le droit, elle permet de nous protéger parce que personne n'a à lui seul tous les pouvoirs. Et puis, Montesquieu continuait en disant les juges doivent aussi être indépendants des 2 autres pouvoirs pour pouvoir appliquer les lois. Et donc, pour que le droit s'applique, il fallait que celui qui écrit les lois soit d'accord avec celui qui exécute les lois et soit d'accord avec celui qui les applique, le juge. Bon, on s'est bien mis à l'abri des abus de pouvoir si on fait ça. Et ce qu'avaient dit les révolutionnaires dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est une nation qui ne sépare pas les pouvoirs n'a pas de constitution. C'est l'article 16. Une nation qui ne sépare pas les pouvoirs n'a pas de constitution. On ne peut pas être plus clair. C'est-à-dire que s'il prétend en avoir une, elle est fausse. Et c'est vrai, je crois que c'est vrai. Je vais même dire mieux, aujourd'hui, 21e siècle, on peut pousser le bouchon, on peut pousser la réflexion plus loin et dire une constitution qui ne nous protège pas bien, que ce soit à cause de la non-séparation des pouvoirs ou à cause d'autre chose, une constitution qui ne nous protège pas bien contre les abus de pouvoir n'est pas une constitution. Puisque son boulot, puisque sa raison d'être, puisque une constitution, ça ne sert qu'à ça, à nous protéger tous, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, tous, à nous protéger contre les abus de pouvoir, puisque la définition même, l'essence d'une constitution, c'est de nous protéger des abus de pouvoir. Si elle ne fait pas son boulot, ce n'est pas une constitution. Ou c'est une mauvaise constitution. Ah bah, de ce point de vue, la 5e, elle est nulle, c'est une mauvaise constitution, et la constitution européenne, elle est mauvaise aussi. Et on peut en parler en détail, c'est-à-dire que, là je commence par la fin en vous disant la conclusion, c'est pas bon, mais on peut regarder article par article pratiquement. Alors c'est justement le sens du document, du verso du premier document dont je vous parle, ça consiste à dire, faisons le point de qu'est-ce qu'on attend d'une constitution, par quel rouage juridique une constitution me protège. Me protège, je parle pas que de moi évidemment, je parle au sens générique, moi citoyen, par quel rouage une constitution me protège,
le Parlement est prééminent sur les autres, le mode de scrutin permet de dégager une majorité, le scrutin donne la parole aux minorités, quelques sièges sont réservés. Alors, vous allez voir là-dedans qu'il y a des choses qui sont un peu hétérodoxes, parce que quand je dis quelques sièges de tous les organes sont réservés à des citoyens tirés au sort, chacune de ces lignes mériterait d'être étudiée. Bon, si je commence à mettre le nez là-dedans, ça va être trop long, donc il ne faut pas que ce soit trop long. Mais ce que je voulais, c'est que j'ai fait ce tableau-là avec ensuite, à droite, des cases à cocher, et quand j'examine ma constitution, je coche, je dis est-ce que ça je l'ai ou est-ce que ça je l'ai pas. Puis je coche oui, non, oui, non, oui, non. Et pour la cinquième, il y a très peu de oui. Très peu, il n'y a pratiquement que des non. Et pour les institutions européennes, il n'y a que des non, pratiquement que des non. Pratiquement que des non. C'est-à-dire que j'ai pas de respect du vote blanc, j'ai pas de référendum d'initiative populaire, j'ai pas de séparation des pouvoirs, j'ai pas de. etc. Les juges ne sont pas indépendants, enfin. Chacun des points. Si vous voulez, quand on parle de démocratie, quand on parle de constitution, je n'en tiens pas aux mots. Il ne suffit pas de me dire les institutions européennes sont le plus haut standard de la démocratie. Je vais voir à l'intérieur des institutions européennes pour voir concrètement quels sont les rouages qui permettent de dire que c'est une démocratie. Or, démocratie, pour moi, et je ne sais pas pour vous, mais bon voilà, c'est un débat, mais pour moi c'est Demos Kratos, c'est pouvoir du peuple. Non, le peuple a le pouvoir. Le peuple exerce le pouvoir. Démocratie, le peuple exerce le pouvoir. Et au moins, alors il n'y en a aucun, sur Terre il n'y en a aucun, très peu, peut-être la Suisse, mais et encore, même pas, la Suisse a des parlementaires, donc il n'y a aucun pays au monde pour l'instant où le peuple écrit lui-même directement ses lois. Donc la plupart des régimes, et on détaillera tout à l'heure, la plupart des régimes ne sont pas des démocraties, ce sont des gouvernement représentatif. Et vous verrez quand on en parlera que je vous expliquerai l'histoire, et c'est très important pour comprendre les régimes dans lesquels on est. L'histoire de nos régimes, ce qu'ont voulu les gens qui ont institué nos régimes ne voulaient pas du tout fabriquer une démocratie. Ils savaient très bien que c'était une démocratie, ils ne l'ont pas voulu du tout. Et donc c'est normal qu'on ne soit pas en démocratie. C'était pas voulu comme ça du tout au départ. Sieyès en France, un grand penseur de la Révolution française, quelqu'un qui avait écrit « Qu'est-ce que les tiers États ?» un des notables qui a suivi toute la Révolution française, jusqu'à Thermidor, hein, et quelqu'un qui écrit noir sur blanc, il n'est pas question, dans un des documents que je vous distribuerai, il y a la citation complète, il n'est pas question que la France soit une démocratie. Il ne va pas s'agir de ça, on ne va pas faire une démocratie. Le peuple n'est pas capable d'écrire lui-même les lois, le peuple va désigner ses représentants qui écriront les lois à sa place, et puis c'est tout. Bon, mais ça, c'est pas une démocratie, c'est autre chose. C'est une aristocratie, un gouvernement des meilleurs. Si on arrive à mettre les meilleurs au pouvoir, c'est une aristocratie. Si c'est pas les meilleurs, ça va être une oligarchie, mais c'est pas une démocratie. Alors ça, c'est vraiment le sujet de tout à l'heure. Donc je ferme la parenthèse pour rester sur le chemin de la première partie de l'Union européenne. Donc pour finir cette introduction, la réflexion sur les institutions européennes en 2005 m'a tout de suite conduit, dans le premier document, celui qui a fait le tour de France, puis un peu du monde, je disais dans ma conclusion, mais si d'aussi mauvaises institutions ont pu être écrites, c'est parce que ceux qui les ont écrites n'auraient pas dû le faire. C'était pas à eux d'écrire les constitutions. C'était pas à eux d'écrire ces institutions. Ils étaient jugés partis. Ils étaient en situation de conflit d'intérêts. Ils écrivaient des règles pour eux-mêmes. Et là, je suis sur la cause des causes. Là, je suis sur la cause des causes. Si nous laissons écrire les constitutions par ceux-là même qui devraient la craindre, si nous laissons écrire la Constitution par ceux qui devraient craindre la Constitution, c'est facile à comprendre. Ces gens-là n'écriront pas les règles qui vont les ficeler, les tenailler, les tenir sous contrôle, les menacer, leur faire courir un risque, les rendre accountable, les rendre responsables de leurs actes. Ces gens-là, mais je leur en veux pas. Je dis pas que c'est des affreux. Hein. Un peu, c'est important ça.
en droit, quand un juge, le juge rend la justice. Mais quand dans une affaire, il est de la même famille que la victime ou que le prévenu, que l'accusé, il est récusé. Et ça ne fait aucun problème. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde, évidemment. Et tout le monde comprend qu'on n'est pas en train de dire que ce juge est malhonnête. Pas du tout. Quand on récuse un juge parce qu'il est de la même famille que la victime ou que l'accusé, c'est pas parce qu'il est malhonnête. C'est parce qu'il ne peut pas, dans cette occurrence-là, il ne peut pas être honnête. Mais on ne dit pas ce gars-là est malhonnête. Pas du tout. D'ailleurs, le juge est récusé et il ne le prend pas mal du tout. Il n'y a pas de problème. Il est en situation de conflit d'intérêts, il ne peut pas juger. Eh bien, les parlementaires, les ministres, les juges, tous ceux qui ont un pouvoir institué, établi dans les institutions, et même ceux qui ne l'ont pas encore ce pouvoir, mais qui briguent ce pouvoir, tous ceux qui sont dans les partis politiques, tous ceux qui sont dans les partis politiques et qui sont candidats à ce pouvoir, donc qui se projettent dans l'avenir, qui savent qu'un jour ils seront dans ce pouvoir. Tous ces gens-là sont en situation... Je ne dis pas du tout qu'ils sont malhonnêtes, entendez-moi, hein, faites attention qu'il n'y ait pas de malentendu, comme pour le juge. Je ne dis pas que ces gens-là sont malhonnêtes, pas du tout. Je dis que ces gens-là, on en a besoin de gens qui vont exercer le pouvoir. Mais ce n'est pas à eux d'écrire la Constitution. Ce n'est pas à eux d'écrire la règle qu'ils devront craindre et qui va les empêcher d'abuser du pouvoir et de se transformer de serviteurs en nos maîtres. Ce n'est pas à eux d'écrire la règle qui va les empêcher de devenir nos maîtres, absolus, tyranniques. Il faut que ce soit d'autres personnes. D'autres que les gens qui sont dans des partis et qui ont le pouvoir ou qui le veulent. Comment vous allez faire pour les désigner ? Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais je peux déjà vous en donner un premier avant-goût, comme ça vous aurez l'idée en tête pendant... C'est important que vous voyez où je veux en venir. Le fil d'Ariane, finalement, le fil de ma pensée. Je cherche un processus constituant, honnête, désintéressé, sans conflit d'intérêts. Alors, pour l'instant, aujourd'hui, j'en suis au tirage au sort de l'Assemblée constituante, mais peut-être que vous allez me trouver une meilleure idée. Je suis preneur. Moi, je cherche pas le tirage au sort pour le tirage au sort. Je m'en fiche pas mal, si j'ai une meilleure idée, je la prendrai. Je cherche, et il me semble que nous devrions tous chercher. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout pour l'instant. C'est ça la folie, la cause des causes, c'est notre indifférence, c'est notre inculture, c'est le fait qu'on s'en fout complètement de la Constitution. Et le processus constituant, on s'en fout encore plus. À Tunis, en Tunisie, aujourd'hui, ils votent pour une assemblée constituante. Je vais faire le prophète pour rire, si je me trompe, je n'aurai pas de figure, mais je vous annonce que la constituante qui va être élue aujourd'hui, elle n'établira pas une démocratie. Pour les mêmes raisons que ce qui interdit aux démocraties réelles d'advenir. Partout dans le monde, si vous laissez les hommes au pouvoir écrire eux-mêmes les règles de leur propre pouvoir, ils ne vont pas écrire le pouvoir du peuple. Et je ne leur en veux pas. C'est normal. Ils ne vont pas se faire harakiri. Ils se projettent dans l'avenir, ils ont une vision du bien commun. C'est très bien. Ils sont très vertueux. Mais au moment d'écrire les règles, est-ce qu'on prévoit le respect du vote blanc ? C'est-à-dire la possibilité de nous foutre tous dehors dans une élection, de dire non, mais je veux ni de A, ni de B, ni de C, je veux qu'ils rentrent tous chez eux. Est-ce qu'on prévoit le vote blanc ? Oh, c'est pas la peine, le vote blanc. Vont dire les parlementaires, ils vont dire non mais c'est pas la peine. Non, le vote blanc, non, on va pas, non mais il y a autre chose à faire de plus important dans une constitution. Ils vont passer à autre chose. Qui a écrit les règles dans lesquelles le vote blanc est mélangé avec le vote nul ? C'est pas de simples citoyens qui ont écrit ça, c'est pas vrai. C'est pas de simples citoyens qui ont dit les votes blancs. Vous savez ce que c'est que le vote blanc ? Le vote blanc, c'est un vote protestataire, un vote qui dit mais attendez, mais là, c'est tous des crapules, ou c'est tous des gens pas bons, c'est tous des gens que j'ai déjà vus me mentir, ou que des gens qui ont déjà trahi leurs promesses, ou des gens qui ont, pour telle et telle raison, peu importe, je n'en veux aucun, je voudrais qu'ils rentrent tous chez eux, qu'on en mette d'autres à la place. C'est ça le vote blanc. Le vote blanc, c'est un vote de protestation, le vote blanc, c'est un vote affirmatif, c'est pas du tout un vote de désintérêt, c'est pas du tout une erreur, un vote blanc. Un vote blanc, c'est pas du tout une abstention. Un vote blanc, c'est un vote très engagé, qui dit je ne suis pas content du tout du chapelet de candidats qu'on me propose, j'en veux d'autres.
Ou bien, si on me pose des questions idiotes, c'est un vote qui dit « mais posez-moi d'autres questions, cette question est idiote ». C'est vachement important le vote blanc. Bon, j'ouvre pas cette parenthèse, j'allais vous parler de l'ostracisme, qui était une façon pour les Athéniens de dire « mais lui, j'en veux pas ». C'est une façon de dire, ça ressemble un peu au vote blanc, c'était une façon, une institution qui permettait aux gens de dire « non seulement je veux, mais aussi ce que je veux pas ». Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. En tout cas, qu'est-ce qui conduit un constituant, quelqu'un qui écrit une constitution, qu'est-ce qui le conduit à ne pas respecter le vote blanc et à le mélanger avec des votes nuls? Mais ça, c'est un des 50 points qui font une constitution. Le respect du vote blanc. Un parlementaire, un ministre, il va mélanger un vote blanc avec les nuls. Il va le mélanger avec les nuls. Et il va le faire parce que c'est son intérêt. Parce qu'il a un intérêt personnel à ce qu'on ne puisse pas le foutre dehors à l'occasion d'une élection. Donc il n'y a pas... Je lui en veux même pas. Comprenez-moi, c'est pas à lui d'écrire les constitutions.